Pour grandir et se développer, il y a un aspect fondamental à prendre en compte et qui est accessible à tous, c'est notre capacité à prendre conscience de certaines choses. Plus on est conscient, plus on s'offre les possibilités de changer. On ne peut changer que ce dont on a conscience. C'est aussi ce qui fait partie de notre état d'esprit, le fameux mindset dont on entend beaucoup parler. Alors évidemment, pour pouvoir provoquer cette prise de conscience, il est bon et intéressant de savoir quoi faire, mais je pense qu'il est aussi très très intéressant de voir ce qui n'a pas fonctionné chez les autres. Quelles sont les habitudes que les gens prennent, qui répètent inconditionnellement et peut-être souvent aussi en attendant des résultats différents. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un podcast sur les 10 habitudes qu'ont les gens qui sont tristes et malheureux. Parce que forcément, quand on est conscient de ces habitudes-là, et qu'on le sait qu'elles sont dans notre vie, ça nous permet de pouvoir aborder de manière différente et de manière plus positive la concentration de notre énergie sur les habitudes à déployer, ou en tout cas, d'une certaine manière, à laisser de côté. Et bien sûr, je finirai par la plus importante de toutes, tu comprendras pourquoi je la cite en dernier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de découvrir les 4 habitudes à prendre pour être plus heureux au quotidien dans le guide que j'ai écrit et donc je te propose de télécharger à l'adresse suivante www.famille-épanouie.fr/guide. Alors prendre conscience de ces mauvaises habitudes, c'est fondamental. Pour nous, bien évidemment, en premier lieu, mais aussi pour les gens avec lesquels on vit. Ça va être notre conjoint, ça va être nos enfants. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a été démontré que le fait d'être entouré de personnes malheureuses impliquait le risque de développement d'un état de santé plus fragile et d'une espérance de vie plus courte. Et aussi, je veux que vous entendiez une chose parce que c'est souvent corrélé ensemble, les deux notions sont souvent mises l'une avec l'autre et je voudrais rétablir une vérité là-dessus, en tout cas une prise de conscience peut-être que vous allez avoir, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. L'abondance financière ne rend pas les gens heureux. On conteste souvent cet adage. Parce que en fait on va dire oui mais bon les mendiants, les gens qui n'ont rien, ceux qui sont en précarité financière, ceux qui sont démunis, on incombe évidemment une part de malheur à leur quotidien. Il faut en vérité entendre cet adage d'une manière différente dans le sens où l'argent en abondance ne fait pas le bonheur. D'ailleurs, il y a une étude qui a été menée aux États-Unis il y a quelques années. C'était au sein d'une entreprise. Ils avaient pris donc les salaires des dirigeants, les salaires des salariés. Et il y avait une grosse différence de salaire entre les dirigeants et les salariés. Les salariés gagnaient entre 17 et 20 000 dollars par mois. Les dirigeants, je n'ai pas eu l'information sur les salaires qu'ils gagnaient, mais peut-être que c'était au moins x2, x3. x4, x5 peut-être même, et finalement en fait il y avait très très peu de différence sur leur niveau de bonheur. Ils ont été observés, ils ont eu des questions, et voilà, et en fait ils se sont rendus compte, là il y a une étude à révéler que le niveau de bonheur entre ces personnes-là était très faible, alors que la différence de salaire était très significative. Voilà, en fait il faut vraiment savoir que le bonheur dépend principalement de nos habitudes, de nos routines et de toutes ces petites choses finalement que nous répétons au quotidien. Voici donc sans plus tarder les 10 habitudes que les gens tristes, en tout cas qui se sentent tristes et malheureux, répètent chaque jour. La première, c'est de dire « je n'ai pas de chance ». On a facilement tendance à penser que le bonheur dépend de la chance qu'on a. Et donc on va imputer au manque de chance notre malheur. Par exemple, on va se dire « je n'ai pas de chance, je ne gagne pas autant qu'elle. Je n'ai pas de chance parce que je n'ai pas le corps de rêve que un tel a. Je n'ai pas de chance parce que mon boss ne m'a pas offert ce poste alors que il savait qu'il était fait pour moi. J'ai pas de chance parce que le jour de mon mariage il a plu. J'ai pas de chance parce que j'ai eu la gastro pendant ma semaine de vacances. J'ai pas de chance parce que j'avais une toute petite course à faire et quand je suis arrivée au magasin, il venait juste de fermer. » En fait, quand on pense comme ça, on a l'impression que les éléments et même les autres sont contre nous et vont venir nous infliger une forme de conséquences néfastes dans notre quotidien, qu'ils agissent contre nous. En réalité, lorsque l'on pense comme ça, on nourrit un cercle vicieux que j'appelle le cercle du désespoir. Cette énergie du désespoir, c'est ce que j'appelle aussi le foutu pour foutu dans le quotidien, c'est-à-dire que
quand on est dans ce cercle de désespoir, on se sent foutu. Et comme on se dit que de toute façon on est foutu, ça ne sert plus à rien de chercher à sortir de ce tourbillon qui nous entraîne vers le bas. Parce que du coup, ça nous coupe toutes les bonnes raisons de pouvoir passer à l'action. Par exemple, on va se dire... Pas la peine que je fasse des efforts au boulot. Mon boss ne reconnaît pas ma valeur. Pas la peine que je fasse attention à ce que je mange, parce que de toute façon, même si je mange une pomme, je prends 2 kilos. Pas la peine que je prévoie des trucs pendant mes vacances, parce que de toute façon, je suis tout le temps malade. Et finalement, il faut vraiment avoir à l'esprit, en conscience, que la chance n'a que très très peu de choses à voir avec le bonheur. Vous n'êtes pas la seule à qui il arrive des choses désagréables. Ça fait partie de notre quotidien à toutes et à tous. Par contre, vous pouvez utiliser votre pouvoir d'anticipation et de passage à l'action pour ne plus subir, ou en tout cas moins subir, ces désagréments. Et là, comme par magie, le manque de chance se transforme en gros coup de beule. Par exemple, en arrêtant les sucreries et la bouffe industrielle, j'ai perdu 5 kilos. En travaillant efficacement, j'ai montré la valeur que je pouvais apporter à l'entreprise, à mon boss, et il m'a proposé ce poste que je convoitais tant. Je me suis complètement reposée pendant mes 2 premiers jours de vacances pour faire le vide, pour me faire du bien. Et ça m'a fait tellement de bien qu'après je me suis sentie plus vivante que jamais et on a fait plein de sorties, on a fait plein d'activités. J'ai regardé les horaires du magasin avant de quitter le boulot et j'ai eu le temps de juste passer faire ma petite course. Et en fait, c'est ça qui fait l'essence même de nos projections. C'est que on vit dans des quotidiens qui ne sont que très rarement liés à la chance, mais beaucoup plus liés à la réaction que nous avons face à ce que nous vivons. Donc c'est très très important et urgent, j'ai même envie de dire, d'arrêter de dépenser du temps à envier, à jalouser ce que les autres ont, mais plutôt à mettre ce temps à profit pour chercher à savoir quelle sera la meilleure manière, pour nous en tout cas, d'obtenir ce que nous voulons. La deuxième chose, c'est la critique. Critiquer. Critiquer une personne masque immanquablement le fait que nous désirons quelque chose qu'elle a déjà. Par exemple, quand on va dire d'une personne « elle est insupportable », je ne peux pas l'encadrer, ou elle est arrogante, prétentieuse, ou je sens qu'elle n'est pas du tout alignée avec ses valeurs. En fait, les sentiments qu'on nourrit envers les autres, ce ne sont pas des choses qui sont à considérer négativement. Ce qui est problématique, c'est ce que nous allons en faire. En fait, quand on déploie une grande énergie à critiquer quelqu'un, c'est souvent pour se justifier inconsciemment de la chose que nous convoitons chez cette personne que nous n'avons pas. Et en fait, quand on critique aux autres en général. On ne critique pas toujours à soi-même. Ça peut nous arriver, mais nos critiques ont beaucoup plus de valeur quand on les exprime à d'autres. Et finalement, quelque part, on se justifie aux autres de ne pas avoir la chose que l'autre a. Et donc, on dénigre la personne dans son entièreté. On va lui coller des étiquettes, on va dire des choses d'elle qui sont pas forcément vraies. Elle n'est même pas là pour se défendre, parce que ça nous fait du bien de se rassurer de la chose que nous n'avons pas. Et donc, ça va faire naître en nous des rancœurs, de la frustration. Et il faut bien savoir que ce qui est très très important, c'est de vraiment identifier toujours la chose qui nous dérange chez la personne que nous critiquons. Parce que derrière cette raison, il y a sûrement quelque chose qui pourra nous faire grandir. La troisième chose, c'est se comparer. Penser que les autres ont des choses qui sont mieux que nous ou font des choses qui sont mieux que ce que nous-mêmes faisons ne sert absolument à rien. Tout simplement parce que nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants qui les ont amenés à ces résultats. C'est facile d'écouter quelqu'un qui joue énormément bien du piano et de se dire quelle chance il a, moi je suis nulle en piano, pourtant j'en ai fait pendant 5 ans et je n'arrive pas à jouer le morceau le plus simple comme la lettre à Élise par exemple. Et finalement, on ne connaît pas combien de temps s'est entraînée l'autre personne, on ne connaît pas aussi le feu
qui est derrière ça, parce que souvent les gens qui vont passer beaucoup de temps à s'entraîner à quelque chose, ce sont des gens qui sont animés par la chose qu'ils font. Et finalement, si le piano te fait pas vibrer à 100%, que tu aimerais bien savoir en jouer juste parce que tu trouves ça très joli et que ça te fait rêver d'entendre des beaux morceaux de musique qui sont joués par Ludovico Einaudi par exemple, eh bien ton pourquoi n'est pas le bon et du coup tu n'arriveras pas à trouver toi-même cette flamme en toi pour pouvoir t'adonner à autant d'exercices, autant de constance et de régularité dans le travail et la répétition de l'entraînement en fait. Donc c'est pour ça que c'est très très important de prendre du recul là-dessus et de vraiment chercher à connaître les tenants et les aboutissants qui ont amené les gens aussi à un résultat. Parce qu'il ne sert à rien de se comparer si on n'est pas dans des situations, dans des postures similaires. Par exemple, si tu t'es entraîné aussi longtemps que Ludovico Einaudi, que tu as le même pourquoi, la même flamme, etc., pourquoi pas se comparer? Mais en final, dans la réalité, il y a très très peu de chances que nous développions exactement les mêmes capacités d'exploitation, on va appeler ça comme ça, avec les gens avec lesquels nous nous comparons. Et finalement, qu'est-ce que la comparaison nous amène? Eh bien, elle nous amène un sentiment de culpabilité. Donc, je ne vais pas m'étendre sur la culpabilité ici. Par contre, si tu veux écouter le podcast dédié à ce sujet que j'ai enregistré et que j'ai diffusé le 23 avril 2020, je te propose d'aller le retrouver. Il s'appelle « Vaincre le sentiment de culpabilité ». La quatrième habitude que les gens tristes prennent, c'est le fait de se plaindre. Plus en fait on pense à des faits ou des conséquences négatives, plus on va renforcer leur existence. Il faut bien avoir en tête que nos pensées ne sont pas la réalité, mais nous avons le pouvoir de faire de nos pensées la réalité à partir du moment où nous leur accordons plus d'importance. Donc plus on va cultiver la culture de l'échec, du malheur, de dire que on n'y arrive pas, attiser en fait ce cercle vicieux et donner du pouvoir à nos croyances négatives, plus nous allons leur offrir l'opportunité d'exister et donc de prendre toute la place. La 5e habitude, c'est d'être dans l'attente. Attendre que quelque chose arrive ou arrive à nouveau, c'est vraiment quelque chose qui ne sert à rien et qui va nous rendre tristes au quotidien. Pourquoi ? Parce que penser que l'on sera plus heureux dans le futur parce que nous aurons une augmentation de salaire, parce que nous aurons un nouveau poste qui nous correspond mieux, parce qu'on aura une autre maison, parce qu'on aura un autre enfant, par exemple, parce qu'on aura quelques kilos en moins, parce qu'on aura quelque chose que l'on n'a pas encore. Le fait de se dire que l'on sera plus heureux avec ça est complètement faux pour la simple et bonne raison que le bonheur se vit dans l'instantanéité et non dans le futur. Alors bien évidemment, avoir des projets, convoiter des choses peut nous donner de l'énergie à l'instant T. Mais nous ne devons pas vivre dans l'attente que ces projets se réalisent. Le but des projets, c'est pas forcément toujours qu'ils se réalisent, mais surtout et avant tout qu'ils viennent nous apporter une forme d'énergie pour continuer à avancer. Dans la même proportion, penser que ce que l'on a vécu était mieux avant, parce qu'on a ressenti un moment de bonheur intense à un certain moment de notre vie, est une projection négative ou en tout cas irréalisable parce que ce que l'on a vécu, les conditions dans lesquelles on les a vécues ne seront pas forcément celles qui nous épanouiront à l'instant T. Par exemple, certaines fois on entend « Ah, j'aimerais tellement retrouver mes 20 ans ». Oui, mais finalement, à nos 20 ans, nous n'avions peut-être pas aussi la sagesse que nous déployons, que nous avons, en tout cas que le cheminement aussi qui nous a forgé, qui nous a fait grandir quand on a 30, 40, 50 ans. Donc peut-être que si on revivait un événement de nos 20 ans, nous ne le revivrions pas avec le même bonheur, nous n'en ressentirions pas le même bonheur, tout simplement parce que nous ne sommes plus dans la même posture. Nous avons évolué, nous avons grandi. Nos attentes sont aussi différentes, nos projections également, et donc c'est aussi vouloir finalement ne pas se décrocher de quelque chose qui n'amènera rien. Le bonheur vécu est vécu, il doit être apprécié comme du bonheur pour ce qu'il a été vécu, mais finalement, nous vivons toujours et inconditionnellement le bonheur à l'instant T. La 6e habitude, c'est acquérir pour avoir plus.
Beaucoup d'entre nous cherchent toujours à acquérir dans l'option d'avoir plus en se disant si j'avais ça, je serais plus heureuse. Si j'avais une plus grande maison, je serais plus heureuse. Si j'avais plus d'habits, je serais plus heureuse le matin. Bref, si j'avais plus de choses, on serait plus heureux. Finalement, il faut bien avoir à l'esprit que toutes ces choses que nous accumulons, je ne parle pas des choses que nous acquérissons pour pouvoir répondre à nos besoins les plus fondamentaux, je parle vraiment ici des choses que l'on cherche à posséder pour avoir plus ou dans l'optique que ça nous aidera à aller mieux. Eh bien, en fait, ça provoque tout l'inverse. Ça nous éloigne de ce qui a le pouvoir de nous rendre heureux. Et en plus, on est obligé de passer beaucoup de temps à s'occuper de ces choses. Il faut passer du temps à les acquérir, à les utiliser, à les entretenir, à passer du temps à les protéger aussi, à les vendre aussi, pourquoi pas, ou en tout cas à s'en séparer. Autant de temps que nous ne passons pas à faire ce qui nous rend vraiment heureux. Par exemple, passer du temps avec nos enfants, s'adonner aux passions que l'on aime, cuisiner, lire, bricoler, jardiner, faire de la musique, peindre, coudre, tricoter, rénover une bâtisse, rénover quelque chose. Tout ça, ce sont les choses qui nous animent, et plus on va passer notre temps à chercher à acquérir de nouvelles choses, et plus on va s'éloigner justement des choses qui ont le pouvoir et le potentiel de nous rendre heureuses. La 7e habitude que les gens tristes ont l'habitude de pratiquer, c'est d'écouter leurs peurs et celles des autres. La seule conséquence qui peut arriver lorsque on l'écoute, ces peurs, ou qu'on écoute les peurs des autres, celles qu'ils immiscent en nous, c'est d'arriver à une forme de staticité qui nous empêchera d'avancer, de réaliser nos objectifs, de se réaliser, et donc de ne pas laisser la place à tout ce qui aurait le potentiel et le pouvoir de nous rendre heureux. La peur est une émotion naturelle qui est présente en nous depuis des millions d'années. Cette peur, elle avait pour objectif de nous faire fuir, de nous faire lutter ou d'entrer dans un état de staticité face à une situation dangereuse pour pouvoir survivre. Aujourd'hui, bien évidemment, nous ne sommes plus dans cette survie. La peur est restée. Les mécanismes sont restés, donc à nous en fait de faire la part des choses entre les gens qui ont des réelles peurs parce que ils ont une réelle expertise dans leur domaine et que leurs peurs sont fondées, qu'il y a eu quelque part un discernement de leur part qui a été fondé et qui peut nous aider, par exemple à ne pas reproduire une erreur ou à envisager une situation sous un autre angle. Mais à partir du moment où la personne qui immisce en nous une peur n'est pas experte dans son domaine, nous pouvons légitimement nous poser la question de savoir: est-ce que je dois l'écouter ? Quelle est sa part de crédibilité ? Quelle est sa part d'expertise ? Quelle est sa part de rationalité dans l'information qu'elle me donne ? Donc c'est pour ça que je pense que écouter les peurs des autres, ça ne sert à rien à partir du moment où ils ne sont pas experts dans leur domaine, pour la simple et bonne raison que nous avons déjà les nôtres à gérer. D'ailleurs, si la peur est un sujet qui t'intéresse, sache que le podcast diffusé le 26 mars 2020 est nommé La peur, tout simplement, est disponible sur la plateforme de podcast chez Famille épanouie. La 8e habitude est de réagir de manière exagérée. Les situations que l'on vit peuvent être perçues sous des angles distincts. Une personne qui sait prendre du recul et relativiser saura d'autant plus rester positive qu'une personne qui a tendance à manquer de discernement. Par exemple, un cas très pratique, ton frigo tombe en panne. Pour une certaine personne, ça sera une vraie catastrophe. Elle va tout de suite comprendre qu'elle va perdre beaucoup d'argent, qu'il faudra en racheter un. Elle va peut-être aussi se dire qu'elle va perdre tout le contenu de son frigo et donc forcément perdre encore une fois beaucoup d'argent. Et elle voit tout de suite la situation très catastrophique. Une personne qui va relativiser, qui va prendre du recul, qui saura faire preuve de discernement, se dira peut-être « Ok, bon déjà, pour commencer, ça aurait pu être plus grave. » Voilà, donc déjà, elle va se dire, c'est ok. Et puis, deuxièmement, elle va peut-être se dire, bon, finalement, le frigo était vieux, peut-être qu'il était grand temps d'en changer. Et puis aussi, elle va tout de suite s'organiser
pour pouvoir consommer le contenu de son réfrigérateur et de son congélateur. Donc tout de suite, on voit qu'elle va être plus posée par rapport à ça et elle va chercher à amener une réflexion par étapes pour ne justement pas avoir d'exagération selon suite, on va dire, aux émotions qui l'impactent à un instant T. C'est ok d'être en colère, d'être déçu, d'être triste. Par exemple, qu'une certaine situation nous arrive. Maintenant, soit nous mettons l'énergie à l'exagérer, à lui donner des proportions qu'elle n'a pas, soit nous cherchons à faire la part de discernement, à prendre le recul nécessaire pour pouvoir mettre en place les solutions qui vont nous sortir de cette panade ou en tout cas de cette situation. La 9e habitude, c'est s'isoler. Lorsqu'on est triste et malheureux, on a naturellement tendance à rechercher une forme de solitude. C'est-à-dire que on va pouvoir s'enfermer seul pendant une journée, une semaine, une journée, pas une semaine, quelques heures, une journée ou un week-end, c'était plutôt l'idée que je voulais développer. Et finalement, avec cet isolement, on va chercher à fuir le bonheur que les autres pourraient nous renvoyer et qui nous renverrait nous-mêmes à notre propre échec. En fait, peu importe la cause, la conséquence de l'isolement, elle pose un sérieux problème parce que nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin de ce sentiment d'appartenance à un groupe. Alors oui, on peut ruminer son chagrin, s'isoler quelques heures, une journée ou le temps d'un week-end et non une semaine. Comme je le disais, ça c'est possible, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude parce que nous aurons plus de malheur à trouver dans cet isolement que de bonheur. Et enfin, la 10e habitude est vraiment la plus importante, vous allez comprendre pourquoi, c'est qu'à force de se comparer, à force de voir ce que nous ne faisons pas, de pointer le doigt sur nos échecs et de penser qu'on n'y arrivera pas, nous perdons confiance en nous. Plus le temps passe et plus on se dévalorise. Et avec le temps, on va perdre cette estime personnelle et on peut même en venir à se détester. Cette haine, elle peut aller parfois jusqu'à certaines formes d'autodestruction, avec les prises de drogue, d'alcool à répétition, de sur- ou de sous-alimentation. Donc vraiment, le manque de confiance en soi est la cause la plus importante de nos malheurs, parce que si on reprend les 9 points, les 9 habitudes précédentes que je viens d'évoquer, on se rend compte qu'elle est en filigrane finalement de tous les autres points. Donc l'idée que je veux te donner, c'est que pendant une journée, pour conclure ce podcast, prenez une de ces habitudes que vous avez et faites l'exercice de ne pas la faire. Donc dire je n'ai pas de chance, critiquer, se comparer, se plaindre, être dans l'attente, acquérir pour avoir plus, écouter ses peurs ou celles des autres, réagir de manière exagérée, s'isoler ou manquer de confiance en soi. Notez ces intentions, vraiment cette intention du jour dans votre journal de bord en début de journée et le soir venu, faites une observation objective de votre journée. Dans quel état d'esprit avez-vous été? Pourquoi éprouvez-vous de la gratitude? Qu'auriez-vous pu améliorer? Moi, en tout cas, pour vous aider, j'ai développé et conçu donc le journal Maman épanouie. Ce journal, il aide la maman qui s'en sert lorsqu'elle cherche à rentrer dans un état de développement. Donc, vous pouvez vous le procurer en version papier en cliquant sur le lien suivant, en inscrivant le lien suivant, famille-épanouie.fr/journal. Plus précisément, si vous souhaitez comprendre comment augmenter votre niveau de confiance en vous, sachez que c'est exactement ce que je vous propose de faire tout au long du module 3 du programme Maman épanouie. Toutes les infos sur famille-épanouie.fr/maman-épanouie. Ce programme vous permet de savoir exactement sur quel levier vous pouvez jouer pour augmenter durablement votre niveau de bonheur grâce à la sérénité et l'apaisement. Vous comprenez aussi comment faire pour rester zen face aux petits tracas du quotidien, quelles sont les astuces pour lâcher prise, comment déterminer votre système de valeurs et de priorités, comment mettre en place de nouvelles habitudes durables et encore plein d'autres concepts qui vous permettront de devenir sereine et épanouie dans vos vies de femme, de mère et d'épouse. Pour conclure ce podcast, je voulais vous dire que depuis 2012, ma mission est d'identifier les causes des échecs autant que celles des réussites afin de venir en aide à toutes celles qui n'ont ni l'envie, ni la volonté et peut-être aussi ni l'opportunité de s'engager dans ce type de recherche. Pour être informé de mes programmes d'accompagnement et des ateliers qui existent, je vous invite à vous abonner à la lettre Famille épanouie ou de nous suivre sur les réseaux sociaux, donc il y a Facebook, Instagram et YouTube, parce que c'est grâce à ces outils que je peux vous en parler. Vous retrouverez bien sûr les notes rédigées de ce podcast dans la lettre Famille épanouie que nous envoyons
tous les dimanches à 20h. Dans cette lettre, vous retrouverez aussi un mantra pour inspirer positivement votre journée, votre vie, pourquoi pas même, une recette de saison saine et gourmande que vous pourrez préparer en quelques minutes seulement. Donc pour vous inscrire à la lettre Famille épanouie, le lien c'est famille-épanouie.fr/lettre. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast dans lequel je vous expliquerai les 10 habitudes à prendre pour augmenter son niveau de bonheur. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée, à jeudi prochain, prenez soin de vous et de vos enfants.